3, 2, 1. Here we go! Bon bah écoutez, on va démarrer par respect pour ceux qui sont arrivés à l'heure. Donc merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Nous allons faire une conférence à deux voix aujourd'hui. Donc je me présente, Géraud Gambi, de la Veolia Hauts-France, en charge du développement sur tout ce qui concerne la ressource en eau. Et je suis accompagné de Vincent. Donc, Vincent de Sepulveda, ingénieur de projet chez Ecofilae, où on accompagne les collectivités et acteurs du territoire pour la reuse, la réutilisation des eaux usées traitées. Bien, merci. Et nous allons commencer donc une conférence pendant où nous allons vous présenter des solutions les plus concrètes possibles pendant un certain temps. Et puis après, on répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas à la fin de la présentation. Alors, tout de suite, sans attendre, un petit peu de contexte, mais que vous connaissez déjà, j'imagine. Hein. Aujourd'hui, on est confronté à des aléas climatiques qui sont de plus en plus importants. Hein. Alors, jusqu'à maintenant, c'était loin. Hein. C'était au Pakistan, c'était en Floride, c'était un peu partout. Mais ce qui est vraiment nouveau, et on l'a vu l'été dernier, et sans doute encore plus cette année en France, c'est que ça nous concerne aussi, et pas que dans aujourd'hui on est dans le sud de la France, mais c'est pas que le sud de la France, et également dans le nord, y compris en Normandie ou en Bretagne, où il y a des effets de sécheresse qui sont quand même assez importants et qu'on constate déjà. En 2015, il y avait un petit bulletin météo fictif qui avait été réalisé sur ce que serait un bulletin météo en 2050. Donc vous voyez la carte à gauche avec une France qui est bien rouge partout, et quand on compare avec ce qui s'est vraiment réalisé en août 2022 en France, on voit qu'on y est déjà. Donc les projections du GIEC ou l'application qui est en France donnent évidemment une évolution climatique à l'horizon moyen ou long terme. On voit que déjà, sans attendre, dès maintenant, nous sommes impactés de façon forte sur ce qui était déjà prévisible, mais à plus ou moins long terme. Donc c'est important qu'on soit bien tous sensibilisés au fait qu'on est déjà concernés par les effets du climat. Pourquoi ? Parce que là aussi, vous le savez déjà, les 10 années les plus chaudes ont été les dernières années. Et d'après ce qui a été dit hier par Météo France, les 10 années qu'on vient de passer sont aussi les 10 années les plus fraîches des années futures. Donc ça veut dire que ça va aller toujours vers plus de température. Et qui dit plus de température, on voit ici une courbe avec une accélération de la température annuelle. Alors c'est des pics moyens, mais évidemment pour tout ce qui concerne l'été, c'est encore plus flagrant. Donc je pense que là-dessus, plus personne n'est dupe, tout le monde a bien conscience des effets du changement climatique, y compris en France. Et donc c'est pour ça qu'il faut tout de suite s'organiser pour savoir quoi faire en fonction de ça. Hein. Ce qui est effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on voyait que c'était assez loin ce qui se passait. La pénurie d'eau, c'était surtout pour les pays sous-développés jusqu'à maintenant. Et puis en août 2022, on a aussi commencé, comme en Algérie, comme au Pakistan, comme en Afrique du Sud, à distribuer des citernes ou des bouteilles d'eau dans nos villages, notamment dans la Messie centrale, dans la Creuse, mais pas très loin d'ici d'ailleurs. Donc c'est vraiment un impact qui nous touche dès maintenant. Petit focus quand même sur les précipitations. Hein. Donc là, c'est sur la base des précipitations 2022. On sait que pour 2023, c'est encore pire que ce qu'on a vécu en 2022. On voit qu'on est sur la zone, ici dans le sud-ouest, entre moins 27 et moins 38% de précipitations sur l'année. Donc ce qui veut dire quand même que, alors là on parle en plus de précipitations annuelles, ce qui compte c'est, comme vous le savez, c'est les précipitations l'hiver, parce que c'est les précipitations d'hiver qui rechargent les nappes et les cours d'eau. Et donc on voit qu'en 2022 on était déjà dans une situation assez compliquée, et 2023 s'annonce encore pire, puisque il fallait 34 jours de pluie sur le mois de mars pour Toulouse pour recharger les nappes par rapport à une moyenne annuelle. Donc sur un mois qui fait 30 jours, c'est un peu compliqué. Et donc le constat, je pense que là-dessus on est tous d'accord maintenant, le constat c'est que l'eau, y compris en France, n'est pas une ressource infinie. Là vous voyez une photo de la Loire en plein mois de mars où on peut quasiment la passer à pied. Bon, je pense que maintenant tout le monde est bien conscient de ça. Le tout c'est qu'une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait concrètement aujourd'hui pour préserver la ressource en eau? Alors que faire concrètement? On a tendance à dire chez nous qu'il faut agir sur 4 leviers. 4 leviers simultanément, il n'y a pas d'ordre. Sans doute, il faut agir sur les 4 en même temps.
Et les 4 leviers, lesquels sont-elles? La première, c'est qu'il faut déjà anticiper. Donc pour anticiper, il faut déjà connaître ce qui se passe. Connaître ce qui se passe au niveau des ressources en eau, connaître ce qui se passe au niveau des débits des rivières, au niveau des nappes phréatiques, au niveau de la météo. Et ça, on a un certain nombre d'outils qui permettent de le faire aujourd'hui, qui sont assez nouveaux. Je vous le présenterai juste après. Le deuxième levier, c'est comment on fait pour optimiser. Optimiser, là aussi on en parle tous les jours dans les médias, c'est comment on fait pour que chaque goutte d'eau soit vraiment utile. Donc c'est déjà faire en sorte qu'on ne gaspille pas l'eau dans nos usines d'eau potable, dans nos réseaux de distribution. Donc évidemment la question du rendement de réseau est important, mais également dans tous nos usages. Donc il y a tout ce qui tourne autour du service, et le service c'est pas que les consommateurs, c'est aussi les collectivités, les usages collectifs, et puis évidemment tout ce qui tourne autour de la sobriété du service. Troisième levier, c'est sensibiliser les consommateurs, donc les usagers pour le coup. Comment on fait pour qu'ils réduisent leur consommation en eau? Alors jusqu'à maintenant, on était plutôt dans un toujours plus de volume. Il fallait dépenser pour faire baisser les prix, les coûts. Et là, aujourd'hui, on est obligé d'être dans une tendance où comment on fait pour réduire les volumes consommés et comment on agit concrètement sur ce volet-là. On va voir qu'on a quelques solutions aussi. Et puis une fois qu'on sait exactement ce qui se passe, qu'on a anticipé, qu'on a optimisé tout ce qu'on pouvait, qu'on a fait de la sobriété à tous les niveaux pour la consommation d'eau et qu'on ne peut pas faire autrement, il faut voir comment on peut substituer par d'autres ressources les usages d'eau potable. Donc sans plus attendre, on va rentrer un peu plus dans le détail de ces 4 leviers. Le premier, anticiper, comme je vous le disais, c'est comment on fait pour savoir exactement l'état de la situation. Alors je vous encourage à venir sur notre stand tout à l'heure. On a mis en place un outil qui s'appelle Kairos qui permet de savoir, qui permet de traduire les hypothèses du GIEC à l'échelle métropolitaine et même à l'échelle d'un territoire sur que 4 aléas: la température, la sécheresse des cours d'eau, la recharge des nappes et les inondations. Donc ça permet pour un niveau localement, commune par commune, de savoir exactement quelles sont les hypothèses du GIEC, avec un travail fait en collaboration avec Météo France et le BRGM, pour voir à l'échelle d'un territoire quel est l'impact de ces 4 aléas climatiques sur le territoire et bien prendre conscience de ce qui peut se passer. Mais anticiper, ça veut dire aussi, la première des choses, c'est d'être instrumentalisé. Les forages, les rivières, il faut que tout ça soit équipé de moyens de suivi pour savoir exactement ce qui se passe, pour pouvoir anticiper. Ça veut dire aussi être sûr que toutes les installations sont déjà en parfait état de fonctionnement. Donc il y a une obligation de faire des diagnostics de forage tous les 10 ans. Là aussi, il faut évidemment que ce soit fait bien avant l'été pour être sûr que les forages vont être capables de donner. Et puis ça va être aussi d'avoir des moyens de pilotage pour savoir exactement ce qui se passe à court terme, à moyen terme et un petit peu à plus long terme. Alors ces moyens, je le résume sous forme vous êtes en tant qu'élu, vous êtes capitaine d'un navire et votre objectif c'est de traverser l'océan, d'arriver à bon port. Et pour ça, vous avez besoin, il va se passer beaucoup de choses sur votre océan. Et donc vous avez besoin d'un certain nombre de capteurs, un certain nombre d'indicateurs. La première des choses, c'est évidemment d'avoir un tableau de bord. Un tableau de bord sur comment fonctionne votre bateau, l'état de votre bateau, quel est le niveau des jauges en essence, en eau, en alimentation, etc. Donc c'est ce que chez nous on appelle upgrade ressources que je vais vous présenter juste après. On a aussi besoin évidemment de cartes météo pour savoir exactement, enfin plutôt de cartes des fonds marins, pardon. Ça c'est ce que va permettre de faire la modélisation de nappe pour savoir exactement qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on peut passer précisément sur cet océan. On va avoir besoin, dans un navire, on a souvent ça, ou dans un avion, on a anticipé tout ce qui pouvait se passer. Donc, c'est-à-dire toutes les crises qui pouvaient se passer, du style rencontre un iceberg, un fond marin, on n'a plus d'eau, on n'a plus d'alimentation, on a une panne de moteur. Donc, on a en général des assez gros bouquins qui disent toutes les situations qui sont anticipées et surtout qu'on a prévu à l'avance, quand on était un petit peu pas sous un état de stress, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour y remédier. Et donc ça, c'est ce qu'on chez nous on appelle Optim Hydro, qui permet d'élaborer en fonction des scénarios prévisibles, différents types, casse d'une canalisation importante, panne d'une usine de production, absence d'eau dans une rivière, et bien quels étaient les moyens qu'il allait falloir mettre en œuvre pour y faire face.
Et puis, on a aussi besoin souvent de plus en plus maintenant d'un GPS. Donc chez nous, c'est ce qu'on appelle Prédinap. Et je vous montrerai une petite démonstration tout à l'heure en quoi ça consiste. C'est de savoir, c'est pas le tout de savoir aujourd'hui quel est l'état de la ressource, mais c'est encore mieux si on peut savoir à quelques semaines, voire quelques mois à l'avance, dans quelle situation on va se retrouver en fonction de plusieurs hypothèses. Et puis souvent, comme dans un bateau, on va aussi avoir d'appel à un ami, appel à un conseil, à un expert en fonction de la situation pour faire face, ou en tout cas un certain nombre de solutions pour gérer la crise, notamment quand on est en situation de pénurie d'eau. Tout ça, ça va nous permettre, avec tous ces outils, de pouvoir élaborer des consignes d'exploitation et d'être beaucoup plus serein pour faire cette traversée. Alors concrètement, pour vous représenter un petit peu en quoi ça consiste, la première des choses, c'est ce fameux tableau de bord qui permet de savoir exactement ce qui se passe au niveau de nos ressources. Donc vous voyez à l'écran, ici, des tableaux de bord anonymisés qui permettent de voir quels sont au niveau de rivières ou au niveau des forages un certain nombre d'indicateurs. Donc la première chose, c'est déjà de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux autorisations préfectorale, quel est le niveau de stress, quelle est la météo passée et future, un certain nombre de données sur la qualité et sur les performances, et puis surtout les niveaux des nappes ou le niveau des rivières. Tout ça synthétisé de façon... donc ça, c'est un tableau de bord qui est à destination des exploitants, mais pas que. Le but, c'est de pouvoir fournir un maximum cette donnée aux élus, de façon à ce qu'en toute transparence et en toute connaissance de cause, les élus puissent déjà, première chose, savoir ce qui se passe par eux-mêmes, comprendre la situation par eux-mêmes, et éventuellement communiquer. Ça a quand même plus de poids quand on peut communiquer directement auprès des consommateurs en fonction d'une situation qu'on peut maîtriser. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un tableau de bord de synthèse qui regroupe 3 aspects. La première des choses, c'est ce que vous voyez à gauche avec le système, enfin quel est l'état de la ressource. Alors avec un code vert, orange, rouge, dans quel niveau de stress on est par rapport à la ressource. La deuxième colonne, c'est tout ce qui est lié aux installations. Donc quelles sont nos capacités de production par rapport à ce qui est possible ou autorisé. Et enfin, tout ce qui est lié à la capacité réelle de production des installations, avec une synthèse des différentes installations aussi avec un code couleur qu'on retrouve classiquement, c'est les codes couleurs du BRGM avec les triangles, les angles, les triangles, les ronds et les carrés, les verts, orange et rouge, avec un certain nombre de données qu'on peut retrouver sur les volumes prélevés et sur surtout les capacités d'autorisation, possibilité de ce qu'on a en fait sous le pied en fonction des capacités de production. La même chose sur les prises d'eau, donc on retrouve à chaque fois le débit de la rivière et surtout, vous voyez ces différentes couleurs qui permettent sur la base des années passées, mais éventuellement aussi d'une modélisation de nappe quand on l'a faite, de déterminer quels sont les différents types de situations critiques. Donc ici, on a une année sèche, une année plutôt moyenne, une année plutôt humide, et ça permet tout de suite de se représenter où est-ce qu'on en est par rapport à une année classique. Et si vous passez tout à l'heure aussi sur notre stand, vous verrez qu'on est capable de dire, par exemple, dans certaines communes qu'on suit déjà, qu'on est vraiment très 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 bas et beaucoup plus bas que les seuils critiques constatés les années précédentes. On voit aussi quelques données sur le fonctionnement des pompes, notamment pour voir si les pompes ne sont pas trop dénoyées par rapport au niveau statique et dynamique des forages. Et puis évidemment des données sur la qualité d'eau, puisque vous le savez qu'à partir du moment où le niveau de l'eau baisse, la concentration de polluants risque d'augmenter. Donc c'est l'effet qui se coule, le double effet qui se coule. Non seulement on n'aura pas d'eau, mais en plus la pollution va se concentrer. On a également la même chose, il est possible de raccorder donc à partir de données publiques les piézomètres de référence. Donc c'est des éléments qu'on a issus de données publiques, mais qui sont retravaillés pour les rendre lisibles au niveau de l'aquifère, avec les niveaux pareils, année sèche, année importante. Et puis quand on a une donnée sur la qualité de l'eau, il y a également des indicateurs sur la qualité de l'eau. Donc ça permet de faire déjà une première hypothèse sur quelle est la tendance sur les dernières semaines, ou voire d'une année sur l'autre, voire d'une année sur les autres années, où est-ce qu'on se situe à un instant T. Plus important est de faire de la prévision. Donc prévision, à partir de là, on a quand même pas mal de nouveaux outils pour faire de la prévision. On a notamment tout ce qui est lié à l'archivage des data, l'utilisation de la data, l'utilisation de l'intelligence artificielle qui permet de rechercher quelles sont les data qu'il faut utiliser et qui permet de faire un certain nombre de scénarios
Ici, vous voyez une courbe. Donc là, on est à Port-Barcarès, du côté de Perpignan, où on voit effectivement un certain nombre de lignes, enfin de courbes, qui correspondent aux situations normales, vigilance, alerte renforcée et crise. Et la courbe en bleu qu'on voit ici permet de voir comment on se situe aujourd'hui par rapport à ces seuils et quelles sont surtout les situations à 6 mois vers où on va en fonction de la situation d'aujourd'hui. Alors, ces données permettent de pouvoir anticiper, puisqu'on voit que si on est plutôt sur une année sèche, on est plutôt tendance à aller voir plutôt vers un scénario de crise. Ça permet d'anticiper dès maintenant ce qui va se passer pour l'été et donc de mettre en place tout de suite les mesures correctives qu'il faut. Donc ça, c'est un outil qui issu d'un co-développement avec le BRGM. Donc le BRGM met en place un outil qui s'appelle Météonap, qui permet de connaître l'état de la situation des nappes phréatiques en France, donc en accès libre, et sur lequel nous on a rajouté des éléments qui sont propres à l'installation de production qu'on cherche à suivre, qui est l'état des prélèvements des années précédentes et des scénarios qu'on a prévus en fonction de la période de l'année, notamment si c'est une commune littorale où on sait qu'il peut y avoir non seulement plus de consommation l'été, liée à la température et au climat, mais également liée à l'augmentation de la population sur un territoire donné. Donc on couple les données qui sont liées à la nappe phréatique, qui sont données directement par le BRGM sur la base des piézos et de toutes les données qui sont sur les années précédentes, couplées avec la base de données liées à l'installation de production proprement dite. Ça mouline, tout ça, ça calcule, gestion de data, etc. Et ça permet de donner des scénarios et de déterminer tout de suite où est-ce qu'on en est par rapport aux situations, en tout cas des seuils qu'on a définis, en l'occurrence là, les scénarios de crise, pour pouvoir anticiper la situation à quelques semaines à l'avance. Deuxième sujet, c'est comment on fait pour optimiser le service d'eau potable. Bon, là-dessus, il n'y a rien non plus de révolutionnaire. Simplement, aujourd'hui, je vais plutôt insister sur les choses nouvelles, pas mal de nouveaux outils, de nouvelles applications qui permettent d'améliorer ce qu'on fait déjà. Donc la première chose, c'est évidemment bien connaître ce qui se passe au niveau du forage et limiter les pertes au niveau du forage. Donc connaître évidemment le fonctionnement du forage et notamment le débit spécifique du forage pour être sûr qu'il n'est pas colmaté, que la crépine est en bon état, etc. Ensuite, c'est tout ce qui tourne autour de l'usine de production. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup du rendement de réseau et on ne parle jamais du rendement de l'usine parce qu'aujourd'hui ça ne rentre pas dans les critères de calcul de rendement puisque c'est de l'eau qu'on remet directement dans le milieu naturel. Alors ça peut se comprendre quand on pompe dans une rivière, on pompe et on rejette. Quand on pompe dans une nappe phréatique et qu'on utilise des eaux de lavage pour le traitement et qu'on rejette dans la rivière, c'est de l'eau qui est perdue. Donc un gros travail à faire, à notre sens, sur ces usines de production d'eau. Il faut savoir qu'on perd à peu près en moyenne 7% d'eau au niveau de la production. À l'échelle, en tout cas, on a fait un état des lieux sur tout ce que nous on mesure au niveau des exploitations qu'on a en France. Et c'est à peu près 7% d'eau qu'on perd pour les traitements qui sont liés au lavage des différents procédés. Alors ça dépend beaucoup des procédés, hein. Il y a des procédés beaucoup plus consommateurs d'eau que d'autres, hein. Mais même si on a des simples filtres à sable, eh bien on consomme pas mal d'eau pour les lavages. Donc il s'agit d'optimiser ces lavages, s'assurer de ne pas faire de surqualité, hein. Jusqu'à maintenant, l'eau n'était pas un souci, donc on ne posait pas de problème. Maintenant il faut peut-être optimiser les process de lavage et surtout d'utiliser de plus en plus des nouveaux médias pour limiter les consommations des eaux de lavage. Donc ça c'est au niveau des usines et déjà la première des choses c'est de comptabiliser, souvent on n'a même pas conscience de l'eau qu'on utilise pour ces process de production. La troisième chose c'est donc tout ce qui concerne l'optimisation au niveau des rendements de réseau, des réseaux de distribution, je vais faire un focus là-dessus, et puis tout ce qui est lié à évidemment la préparation de gestion de crise, notamment en cas de pénurie d'eau dans certains secteurs ou de casse d'un feeder important. Alors aujourd'hui là je voulais juste faire un focus sur deux innovations récentes qui permettent d'améliorer sensiblement les rendements de réseau. Il y a plein de choses qui permettent d'améliorer les rendements de réseau, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Là, je voulais faire un focus donc, sur une application qui a été développée en interne qui s'appelle Leak Tracker, qui permet
non, c'est pas ça, ça n'a pas été développé en interne, c'est l'autre. Donc la première application, aujourd'hui on a énormément d'outils, et vous en avez ici dans pas mal de kiosques lors du salon, d'outils qui permettent de surveiller les rendements de réseau, notamment avec les oreilles, différents types d'oreilles, de plus ou moins perfectionnées ou pas. L'enjeu, il nous semble aujourd'hui, c'est vraiment de faire en sorte de démultiplier auprès de l'ensemble du personnel d'exploitation la recherche de fuite à l'échelle du réseau. Et pour ça, c'était jusqu'à maintenant pas possible, parce qu'il fallait des oreilles expertes, il fallait du matériel spécial. Donc on a cherché à développer une application qui permet à des techniciens moins qualifiés d'identifier la présence d'une fuite sur un réseau. Donc c'est simplement avec un téléphone portable et un petit capteur qu'on règle directement qu'on plug sur le téléphone portable. Une application sécurisée qui est téléchargeable, qui permet de remplacer tout le matériel que vous voyez à l'écran par des applications beaucoup plus simples. Alors malheureusement, j'avais prévu de vous faire écouter 2 bruits de fuite, mais ça ne marche pas, donc je ne vais pas m'amuser à le limiter, ce serait pas bon. Mais c'était simplement pour vous montrer que c'est très difficile pour quelqu'un de non expert de repérer quand est-ce qu'il y a une fuite ou pas, puisqu'en l'occurrence il y avait un petit bruit continu et qui semblait vraiment anodin, qui était vraiment une grosse fuite, là où au contraire il y avait l'autre bruit, c'était un gros bruit, et pour lequel c'était pas une fuite. Donc c'est pour dire que l'oreille, enfin on ne sait pas pour rien qu'on a des techniciens spécialisés pour surveiller les fuites aujourd'hui avec les appareils compliqués qu'on a à l'écran, mais c'était pas à la portée de tout le monde. Donc ce qu'on a cherché à faire, c'est donc de démocratiser cette recherche de fuite, donc avec notre partenaire Alcom, et qui permet, donc on télécharge en 4 secondes l'application, il enregistre pendant 16 secondes, il fait son analyse et tout de suite il permet de dire moi je sais qu'il y a une fuite ou pas sur l'endroit où vous avez surveillé. Donc vous voyez qu'en 16 secondes, n'importe qui, équipé simplement d'un téléphone portable et du capteur qui va bien et de l'application téléchargée, permet de déterminer s'il y a une fuite sur le réseau qu'on écoute ou pas. Donc ça c'est vraiment révolutionnaire et ça va nous permettre de démultiplier auprès de tous nos personnels d'exploitation la recherche de fuite. La bonne nouvelle, c'est que on a une performance de 98% qui est remarquée pour l'instant aujourd'hui, et on a pu également supprimer un certain nombre de parasites qu'on constatait jusqu'à maintenant, qui étaient liés au phénomène de double fuite notamment, qui nous pose beaucoup de problèmes au niveau de l'écoute ou de frottement du câble de surveillance, tellement c'est sensible. Donc aujourd'hui, on est en train de le déployer sur beaucoup de régions de France et on va l'intégrer à notre SIG, l'améliorer avec l'historique des recherches effectuées pour toujours augmenter cette performance. Deuxième type d'application dont je voulais vous parler aujourd'hui, donc c'est celui-là qui est un brevet déposé par Veolia. Donc là aussi, il y avait malheureusement 2 sons qui ne marchent pas. Donc l'objet, c'était donc tout à l'heure l'application dont je vous ai parlé, c'était de savoir est-ce qu'il y a fuite ou pas fuite. Maintenant, il va falloir s'agir il va falloir hiérarchiser, prioriser pour savoir quelles sont les fuites qu'il va falloir réparer en premier. Donc là, on a une deuxième application qui s'appelle Ecolix, qui est donc un produit maison, qui est une oreille numérique entraînée qui permet de détecter les petites fuites ou les grosses fuites. Donc là aussi, les sons, s'ils avaient marché, permettaient de se rendre compte au son qu'on avait tout faux, parce que c'est pas forcément celui qu'on imaginait qui était la plus grosse fuite par rapport à l'autre. Donc ça va nous permettre d'estimer une gravité, et grâce à une base de données qui a été enrichie depuis les deux dernières années en fonction de fuites contextualisées, parce que vous savez sans doute que le bruit des fuites dépend aussi des matériaux et dans le contexte dans lequel il a été posé, notamment le sol, le type de sol, et bien le bruit n'est pas tout à fait le même. Donc on a une base de données maintenant assez conséquente qui permet de contextualiser ces bruits et de déterminer, de prioriser si c'est une petite fuite ou une grosse fuite grâce à l'intelligence artificielle. Donc on est en train de le déployer actuellement sur 3 types de régions, et on a maintenant 117 types de fuites qui sont enregistrés dans la base de données, avec une performance là aussi assez conséquente, puisqu'on a plus de 70% des grosses fuites
c'est-à-dire plus d'1 mètre cubeur, on sait comment ça faire, hein, qui sont correctement classés. Donc plus ça va aller, plus on aura de données, plus le logiciel va pouvoir permettre de classer de mieux en mieux la priorisation de ces fuites. Donc voilà en ce qui concernait le rendement de réseau avec les outils qu'on a aujourd'hui pour optimiser chaque goutte qu'on met dans le réseau. Troisième axe, c'était comment on fait pour sensibiliser les consommateurs, les usagers. Et bien pour ça, il y a 3 types de populations, comme vous le savez. Les acteurs industriels, alors c'est très spécifique, hein, c'est de l'accompagnement cas par cas. Ça peut être des challenges animés auprès des industriels qui sont assez partisans de ce type d'interaction. Des audits évidemment spécifiques. Donc là, l'industrie, c'est relativement bien géré. Et en général, comme ça a un impact directement sur leur facture, ils sont assez vite sensibilisés sur l'intérêt de faire des économies d'eau au niveau de l'industriel. Au niveau de la collectivité, c'est un petit peu moins surveillé parfois. Donc là aussi, il s'agit de faire des audits d'économie d'eau des bâtiments publics avec un certain nombre d'outils nouveaux qui permettent maintenant de faire de la surveillance de fuites internes au bâtiment. Là aussi, beaucoup de bâtiments publics ne sont pas surveillés ou relativement, oui, ne serait-ce qu'au niveau de consommation, mais même au niveau de fermeture ou ouverture de branchement. On a beaucoup de bâtiments publics qui restent en permanence ouverts, des stades, des écoles, etc. Alors que la consommation d'eau est relativement courte sur la période et un certain nombre de fuites qui sont repérées, mais qui sont relativement permanentes et du coup assez difficiles à détecter. Donc là-dessus, un audit d'économie d'eau permet de faire quelque chose déjà de très intéressant. Évidemment, il y a tout ce qui est lié autour des bâtiments intelligents avec un certain nombre de capteurs qu'on peut équiper aussi. Je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Et puis tout ce qui est lié à l'arrosage intelligent qui va rejoindre un petit peu ce dont on va parler tout à l'heure au niveau de la réutilisation des eaux. Et puis le plus gros, clairement, c'est les actions de sensibilisation aux économies. On parle aujourd'hui qu'il va falloir baisser de 20 à 30% les consommations d'eau chez les particuliers. Donc c'est pas uniquement en interdisant le remplissage des piscines qu'on va y arriver, puisque c'est finalement assez mineur. C'est bien sensibiliser l'ensemble de la population sur l'importance de la consommation d'eau et surtout, du coup, comment faire concrètement pour réduire la consommation d'eau chez les particuliers. Et là-dessus, je vais vous développer deux sujets. On voit également qu'il y a des fausses bonnes idées sur ce domaine. Hein. On est à Bordeaux, donc il y a quelques années, l'opération Mako avait montré une opération qui permettait de distribuer des récupérateurs d'eau de pluie pour limiter les consommations d'eau chez les particuliers. Ça n'a pas eu forcément l'effet escompté, puisqu'en fait, la conclusion, c'est que ceux qui n'arrosaient pas leur jardin, à partir du moment où ils avaient de l'eau de pluie, maintenant ils l'arrosaient. Et ça n'avait pas d'impact aussi flagrant que ça sur la consommation d'eau. Donc, c'est très difficile d'agir chez les particuliers. Et là-dessus, c'est quand même quelque chose sur lequel il va falloir vraiment mettre tout notre poids, avec aussi des questions de modèle économique, puisque aussi bien les agences de l'eau, l'État, les collectivités que les exploitants ont basé leurs revenus sur la consommation d'eau. Donc il va falloir revoir la façon de faire payer les factures. Donc deux focus là-dessus. Donc évidemment, pour la première des choses, pour sensibiliser les consommateurs à la consommation d'eau, il y a évidemment le télé-relevé, parce que tant qu'on ne sait pas combien on consomme, c'est difficile de savoir quels sont les impacts qu'il faut avoir sur sa propre consommation. C'est clairement aujourd'hui pas un enjeu. C'est-à-dire que quand on demande à la population est-ce que la consommation d'eau c'est un sujet, rarement, jamais même. Donc l'importance, premier niveau, nous semble-t-il, c'est de mettre en place du télé-relevé pour d'une part sensibiliser les consommateurs à la consommation d'eau et nous de pouvoir surtout en tant qu'exploitants faire des calculs quotidiens au niveau global ou par secteur de la consommation d'eau sur l'exploitation du service. Donc là-dessus on a effectivement un certain nombre d'outils. Et puis pour la chasse en domaine privé, puisque c'était l'objet quand même de l'intervention, c'était de pouvoir surtout, il ne s'agit pas de uniquement sensibiliser, parce qu'on sait que sensibiliser les consommateurs à la consommation d'eau, ça ne suffit pas. Il ne suffit pas de savoir pour faire des économies, malheureusement. Donc il faut aussi apporter un certain nombre d'outils nouveaux pour proposer des solutions concrètes auprès des particuliers. Donc la première des choses, c'est grâce à au télé-relevé, justement au compteur intelligent, on va pouvoir détecter des écoulements permanents. Des écoulements notamment la nuit,
qui va permettre de suspecter évidemment une fuite ou une consommation anormale auprès des particuliers. Il y en a aussi beaucoup qui ont des grands linéaires de réseau privés entre le compteur et l'habitat, et sans qu'ils le sachent forcément, il peut y avoir des fuites sur ce linéaire. Donc déjà, la première des choses, détecter ces écoulements permanents, envoyer des alertes automatiques auprès des abonnés en cas de suspicion de fuite. Donc on a, nous, envoyé de façon automatique 72 300 en 2022, vous voyez, ça représente, c'est pas rien. Et en augmentant cette réactivité de réparation de fuite auprès des consommateurs, ça a permis d'économiser quand même 4 millions de mètres cubes au niveau français. Rien que sur ce que nous exploitons nous. Donc c'est quand même pas négligeable. C'est un premier levier, c'est comment on fait en sorte de suivre les fuites potentielles chez les particuliers, on les informe et surtout on les fait réagir. Donc là-dessus, on a, pour la sensibilisation, on a des outils comme des outils pratiques qui permettent d'avoir une visualisation des consommations, et puis surtout d'avoir la possibilité de personnaliser des alertes automatiques paramétrables par l'abonné pour qu'il puisse avoir une information au plus près. Et puis l'objectif, évidemment, l'enjeu, c'est de passer de l'abonné payeur à l'abonné acteur. C'est là où c'est le plus difficile. Comme c'est le plus difficile, on a cherché en sciences sociales, il y a beaucoup de choses qui existent dans ce domaine-là, beaucoup de recherches. Et donc, on est la mode un peu du moment et sur lequel ça semble avoir un petit peu d'impact quand même, c'est ce qu'on appelle le nudge. C'est comment on fait pour motiver la population à faire des efforts. Parce que quelque part, surveiller sa consommation, faire attention, alors qu'on n'a pas forcément conscience qu'on est très consommateur d'eau, eh bien ça nécessite des efforts. Donc ici, on voit à travers ces deux photos des exemples de nudge dans lesquels on essaye par le jeu de motiver les gens à faire des efforts. Dans notre domaine, voilà, c'est le principe qu'on retrouve classiquement en sociologie, c'est comment la première étape, c'est la sensibilisation. Donc déjà, notez quelle est la consommation d'eau, vous, monsieur, madame, votre sensibilisation, c'est un petit peu la base, mais c'est vraiment pas ça qui fait bouger. La deuxième chose, c'est qu'il faut mettre en place un déclencheur. Alors le déclencheur, ça peut être effectivement de dire, tiens, vous avez consommé, on a des outils maintenant qui permettent de dire, vous consommez peut-être plus d'eau que les voisins. Alors on n'est pas comme les Américains, on a toujours à se comparer entre voisins, mais quand même, quelque part, on est plus sensible à la facture d'eau, donc on essaie de travailler sur justement la notion au moins d'économie, en euros plus que d'économie en litres. Comment on leur donne des conseils pour la mise en action. Ensuite se passe le côté consolidation, comment on fait en sorte justement de s'assurer que tout ce qu'on a pu préconiser, eh bien ils le font vraiment, ils le mettent vraiment en place. Et ensuite on espère qu'il va être ambassadeur, qu'il va être évangélisateur, qu'il va aller voir ses voisins, ses amis en disant « Ah tiens, regardez, moi j'ai fait ça et j'espère que toi aussi tu le fais. » Bon. On n'en est pas encore là malheureusement en France, mais peut-être qu'un jour ça va arriver, en tout cas il faudra bien. Donc la méthodologie c'est quoi ? Ça consiste d'abord à récupérer énormément de données, donc c'est pour ça que le TI relevé c'est vraiment la base, parce que tant qu'on n'a pas le TI relevé des compteurs, on n'a aucune donnée sur les consommations à l'heure ou au jour des consommations d'eau. Donc la première étape, on consolide. La deuxième étape, c'est qu'on fait un travail sur la donnée et on fait un ciblage avec l'envoi de communications personnalisées. Donc typiquement, c'est ce que je disais, les foyers qui ont la même composition que vous consomment en moyenne 10% de moins. Voilà, on ne dit pas vous ce que vous faites c'est bien ou pas bien, c'est juste un constat, quoi. Voilà. Et puis ensuite, surtout, ce qui est important pour nous et pour la collectivité, c'est de mesurer l'impact que ça a sur les consommations d'eau, et notamment en termes d'amélioration continue. Alors c'est là que ça peut être un peu parfois déroutant. Alors comment on fait ? Eh bien ça veut dire qu'on met en place des communications, enfin on envoie des communications auprès d'abonnés, on l'a fait sur des contrats à test par exemple, on fait toujours un petit peu comme en médecine, un contrat dans lequel on ne fait pas de communication et à peu près le même type de territoire dans lequel on fait une communication et on regarde la différence. Et donc là en l'occurrence on voit ce que je vous disais, faites des économies sur votre consommation d'eau et préservez l'environnement. En comparant votre consommation à celle de foyers similaires, nous estimons votre potentiel d'économie à 61 000 litres par an, ce qui représente 184 € par an. Parce que, évidemment, les litres, c'est bien, mais encore une fois, même si on dit qu'il faut faire des restrictions, c'est pas un moteur suffisamment important pour déclencher l'action. Par contre, les euros, surtout en ce moment, c'est important. Donc à chaque fois, on traduit
les litres en euros de façon à ce qu'il y ait un maximum d'impact. Et puis à côté de ça, on donne surtout des conseils, voire éventuellement on accompagne les consommateurs pour réduire la consommation d'eau. Alors typiquement le plus classique, c'est de mettre des mousseurs sur les robinets, mettre des doubles chasses d'eau, un certain nombre d'outils comme ça, qui, même si ça reste relativement classique, on a l'impression que ça fait 15 ans qu'on dit ça et que tout le monde est déjà équipé. En fait, loin de là, très peu de gens, notamment dans les bailleurs sociaux, dans les immeubles, il y a très peu de foyers qui sont équipés de ça, tout simplement parce que c'est pas eux qui payent pour mettre en place ces outils-là, et donc du coup ils font rien. Donc c'est important d'accompagner tous ces bailleurs sociaux, entre autres, pour mettre en place. Et ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il ne suffit pas de distribuer des kits. Pour beaucoup de personnes, si on ne va pas l'installer chez eux directement, eh bien ça ne marche pas. Ce qu'on avait fait sur l'île, par exemple, où on avait distribué très largement des kits d'économiseurs d'eau. En fait, ceux qui le prennent, c'est ceux qui sont déjà très motivés et qui l'auraient de toute façon acheté. Et ceux qu'on cherche à viser, eux, ne sont pas intéressés. Donc si on ne va pas chercher les accompagner sur leur dire comment ça marche, comment l'installer, eh bien il ne se passe pas grand-chose. Et puis ensuite, il faut regarder évidemment l'effet de cette communication réellement sur la consommation. Donc ici, vous voyez que entre le moment, donc ça c'est la consommation normale, on voit la communication, il y a un petit temps pour que ça ait de l'effet, et puis ça a un effet. Alors c'est pas énorme encore, hein, malheureusement, hein, 4%, ça va pas être à la hauteur de l'enjeu, mais on commence. Mais par contre, ce qui est difficile, c'est que bon, ça fait quand même malgré tout pas mal de mètres cubes, hein, ça fait 60 000 mètres cubes, donc là en l'occurrence, c'était quand même important. Mais par contre, on voit que ça remonte au bout d'un certain temps. Hein. Donc c'est pas le tout de faire une campagne one shot. Il faut vraiment, sur la durée, répéter toujours la même chose, quitte à lasser. Après, si on répétait très souvent, on ne sait pas encore aujourd'hui l'effet que serait à long terme, même à force de répéter, ça pourrait rapidement énerver les personnes. Mais on voit que c'est vraiment un combat de tous les jours qui est loin d'être gagné d'avance. Voilà, donc du coup, on prévoit une deuxième campagne de communication avec encore plus de conseils, une sensibilisation et toujours une comparaison aux autres. Et peut-être qu'à force, sur la durée, couplée aux opérations de restriction d'eau, plus la campagne médiatique actuelle sur la sécheresse, on espère que ça va avoir un impact sur la consommation d'eau, mais c'est vraiment un combat de longue haleine. Quatrième levier, une fois qu'on a fait tout ça, si ça ne suffit pas, il va falloir trouver des ressources alternatives. Donc les ressources alternatives, c'est soit s'interconnecter avec le petit voisin en espérant qu'il n'a pas les mêmes problèmes, soit réouvrir des forages inexploités qu'on avait abandonnés parfois pour des questions de qualité d'eau. Donc avec négociation avec l'ARS, savoir si on peut rouvrir des forages inexploités, si tant est qu'il y ait eu des DUP en bonne et due forme à l'époque. Voire éventuellement de la création d'un forage. Mais création d'un forage aujourd'hui c'est aussi compliqué que la mise en place d'une éolienne, hein, il faut 15 ans. Et puis de toute façon, si la nappe phréatique, il n'y a pas d'eau, c'est pas en créant de forage qu'on va en trouver. Donc aujourd'hui, les questions, c'est ce qu'on développe jusqu'à maintenant partout ailleurs dans le monde, mais qu'on n'espérait pas que ça arrive un jour en France, malheureusement ça arrive. C'est comment on fait pour utiliser ou diversifier les usages de l'eau. Donc la première des choses, c'est la valorisation des eaux pluviales. Bon, ça c'est un peu la chose qui revient rapidement, un peu systématiquement, un peu facile on va dire. Sauf que la réalité c'est que on le voit, et encore plus avec le dérèglement climatique, les projections sont assez flagrantes, c'est que quand il pleut, il va y avoir tendance à pleuvoir beaucoup plus et beaucoup moins souvent. Et quand il y a trop d'eau, du coup, on s'aperçoit qu'il faut réussir à stocker, d'une part, et puis que c'est pas au moment où il y en a de l'eau qu'on en a forcément besoin. Donc ça veut dire qu'il faut stocker sur le long terme. D'où le débat sur les bassines aujourd'hui. Deuxième piste, c'est la recharge directe ou indirecte des nappes phréatiques. Alors c'est quelque chose qu'on fait déjà depuis pas mal de temps chez Veolia partout dans le monde, notamment en Namibie qui était le précurseur, ou à Singapour, avec une recharge de nappe qui se fait soit à travers des eaux de pluie, soit à travers des eaux usées traitées, avec quelque chose qui est assez aberrant aussi, qui joue sur le contexte là aussi sociologique, hein, c'est que quand on pose la question d'où vient votre eau potable, un Français sur deux vous dit des eaux usées. Et quand on lui dit est-ce que vous êtes prêt à boire de l'eau usée traitée, surtout pas. Voilà, donc il y a une petite ambiguïté qu'il va falloir lever. D'ordre psychologique, on va revenir dessus juste après.
Mais donc la recharge indirecte, c'est comment on prend l'eau et on la laisse pénétrer, voire un petit peu en forçant à travers des bassines. C'est ce que fait Israël par exemple depuis très longtemps, puisqu'il n'y a quasiment pas une goutte d'eau en Israël, d'eau usée qui rejoint la mer, et à travers des bassines, l'infiltration permet de recharger les nappes. Ou éventuellement de la recharge directe de nappes par des forages profonds, en s'assurant malgré tout qu'on ne joue pas avec le feu au niveau de la qualité bactériologique et physico-chimique de la nappe. Pour l'instant, c'est pour ça que c'est interdit en France. On mène des essais, vraiment on marche à la pointe des pieds là-dessus, parce que en France, on est un petit pays et donc toutes les nappes sont interconnectées et il ne faudrait pas faire n'importe quoi. Donc la recharge indirecte, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on privilégie aujourd'hui, avec également le gros projet expérimental aujourd'hui en Vendée, qui s'appelle le projet Jourdain, dans lequel on va fabriquer de l'eau potable à partir des eaux usées de la station d'épuration, mais de façon indirecte, puisque en France, on est parfois un peu hypocrite. On considère que ce n'est pas du retraitement quand on rejette dans la rivière, alors qu'on repompe 1 kilomètre derrière pour en faire de l'eau potable. Donc ça, c'est possible. Par contre, en direct, c'est pas possible. Et donc là, la première... ce qu'on va faire au niveau de la Vendée, c'est que donc, les eaux usées sont traitées, rejetées dans le milieu naturel, qui va rejoindre une rivière, rejoindre un barrage, et qui va fournir de l'eau brute pour faire de l'eau potable. Et puis, dernier aspect, c'est évidemment la réutilisation des eaux usées traitées pour un usage direct de cette eau pour des usages urbains ou agricoles, avec toutes les contraintes réglementaires, administratives qui sont nécessaires, hein, et tout ce qu'il ne faut pas faire aussi, enfin plutôt tout ce qu'il faut faire pour suivre au niveau qualitatif, aussi bien d'un point de vue risque bactériologique que physico-chimique, pour ne pas faire n'importe quoi aussi pour cet usage. Donc quelques exemples rapides là-dessus. Typiquement, un projet qui a été initié il y a quelques années dans le secteur sud-ouest du côté de Tarbes, qui s'appelle Smart Fertile Reuse, qui consiste donc à alimenter l'irrigation de champs de céréales avec de l'eau usée traitée. Mais là aussi, on ne veut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que non seulement il faut qu'on donne de l'eau de qualité et pas risquer de polluer les sols, ni encore moins la population d'ailleurs, mais surtout, ça veut dire qu'il ne faut pas donner à penser qu'à partir du moment où on a de l'eau, on va pouvoir continuer à gaspiller, arroser en plein soleil, etc., comme on le fait parfois encore aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est toujours accompagné de capteurs, d'un certain nombre d'outils modernes qui permettent de déterminer quel est le stress hydrique du sol, le stress hydrique de la plante, de façon à pouvoir amener la quantité d'eau nécessaire, uniquement celle-là, au pied de la plante, en goutte à goutte ou par arrosage, par irrigation superficielle, mais toujours donner pile la bonne quantité d'eau à la plante, sachant que l'avantage également, c'est que dans les eaux usées, il y a également de l'azote et du phosphore, et ça permet de limiter l'usage d'engrais qui sont nécessaires par ailleurs, en tout cas aujourd'hui. Deuxième exemple, donc là on est un petit peu plus loin, c'est à Narbonne, où là c'est de l'irrigation de vignes. Le problème des vignes, c'est qu'elles sont grillées par le soleil aujourd'hui. C'est de l'irrigation au goutte à goutte là aussi. Donc sur 60 hectares de vignes, où on a mis en place derrière la station d'épuration de Gruissant une installation supplémentaire qu'on appelle chez nous Reuse Box, et qui permet de faire un traitement tertiaire supplémentaire aux eaux usées, de façon à pouvoir l'utiliser pour des usages agricoles. Donc l'usage agricole est assez subtil, parce qu'il s'agit de retirer malgré tout un maximum de pollution pour éviter de polluer les sols et polluer l'environnement, mais en laisser un petit peu quand même, tant qu'à faire, pour que ça ait une vraie valeur agronomique. Je pense qu'on va en reparler à l'instant. Je me trompe. Voilà, donc je te laisse la parole, Vincent. Merci Géraud. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'aller à Narbonne, sur le site de Gruissant, pour observer, et c'est vrai que c'est pas une installation énorme, la Reuse Box sur la station, et ça permet quand même de recycler les eaux pour arroser. Là, c'était des vignes notamment, j'ai pu voir. Alors sur la reuse, en fait la reuse, c'est pas simplement brancher un tuyau en sortie de la station et arroser des champs. C'est pas aussi simple. Il y a tout un cadre réglementaire, il y a tout un cadre sur l'acceptabilité, la gouvernance, les aspects juridiques, des aspects financiers à prendre en compte. Et donc là, l'objet de ma présentation, c'est un peu vous initier à la reuse et comment opérationnellement on fait pour monter un projet. Premier point, c'est quoi l'écosystème d'un projet reuse? En fait, on voit que l'écosystème,
schématiquement, on a 3 grandes catégories. On a les acteurs du territoire, donc ça c'est tout ce qui est pouvoir public, puissance politique. Et là on a tous les acteurs qui sont les collectivités, les agences de l'eau, les services de l'État. Il y a peut-être d'ailleurs qui sont présents ici. On a les gestionnaires des eaux usées traitées, ça c'est ceux qui ont des eaux non conventionnelles dans les mains, qui essayent de la valoriser. Actuellement c'est plutôt une source de nuisance, source de coûts pour ces acteurs. Et donc là on parle des régies, des délégataires, des industries aussi. Et enfin on a des usagers qui ont besoin d'eau, donc agriculteurs, golf, industrie, les collectivités aussi, les communes pour les usages urbains. Et en fait on a tous ces acteurs qu'il va falloir mettre ensemble autour de la table pour pouvoir monter un projet reuse. Parce que si on les prend 2 par 2, si on prend l'acteur du territoire et les usagers, l'usager va demander à avoir de l'eau, mais si on n'a pas le gisement en eau, bah en fait on n'a pas d'eau. Entre les acteurs du territoire et le gestionnaire de gisements et eaux usées traitées, là on a des contrats d'eau d'assainissement qui sont assez classiques, mais si on n'a pas d'usager, on a beau avoir de l'eau dans les mains, on n'en fait rien. Et enfin entre les gestionnaires de l'eau, des eaux usées traitées et les usagers, bah, simplement en fait c'est 2 mondes qui n'interagissent pas. Il y a souvent de méconnaissances entre ces acteurs. Et là, nous notre rôle chez Ecophilae, c'est essayer de mettre tout le monde autour de la table, essayer de créer une chaîne pour que tous les acteurs prennent en main le projet et qu'ils soient tous convaincus que c'est un projet qui marche. Parce que si on n'a pas tous les acteurs dans le cercle, il ne se passera jamais rien. Donc Ecophilae, c'est une entreprise qui a été créée en 2009 par Nicolas Condon, qui coanime d'ailleurs un groupe interministériel sur les nouveaux usages des eaux usées traitées. Et on fait autant de l'ingénierie que de la culturation avec des formations, la formation aux étudiants, mais aussi aux professionnels. On fait également de l'innovation, on a des projets pilotes démonstrateurs. Et on a aussi du digital, on propose notamment Hotspot Reuse, qui est une plateforme collaborative qui recense tous les projets de réutilisation des eaux usées traitées, qui est accès gratuit, vous pouvez aller voir sur le site. Et enfin, on a différents domaines d'intervention qui sont les industries, l'agriculture, les golfs, les territoires avec les collectivités. On a les usages urbains, donc là c'est tout ce qui va être des bornes en sortie des stations d'épuration pour remplir des citernes à eau, remplir des balayeuses. Et enfin, on a une partie qu'on appelle le décentralisé, l'habitat. Et là, on va entendre parler de recyclage des eaux grises, par exemple. Recyclage des eaux de pluie et recyclage des eaux grises. On a plus de 150 références en France et internationales, donc autant sur les eaux urbaines que les eaux industrielles. De décentralisé, on a un petit peu de points, mais parce que c'est quelque chose qui est assez nouveau, c'est quelque chose qui est en train de pousser. Et enfin, on fait des formations un peu partout en France au sujet de la reuse, dans l'objectif de sensibiliser un maximum sur ce sujet et sur ces nouvelles pratiques. Alors pour revenir sur le vif du sujet, donc les projets opérationnels en 4 étapes, quelles sont-elles? D'abord, il faut savoir dans quelle catégorie, quel type de projet vous voulez mener. Est-ce que vous êtes une industrie, un golf, une association d'agriculteurs, une collectivité, et vous voulez mener un gros projet décentralisé, ça veut dire qu'on va avoir sur des gros volumes avec une conduite, on va proposer ces étapes suivantes. L'étude d'opportunité pour faire un bilan sur un territoire. Étude de faisabilité, on va aller localement sur une station d'épuration qui paraît intéressante pour mener une étude. Faire une demande d'autorisation réglementaire. Puis enfin, une fois qu'on a obtenu l'autorisation, on n'a plus qu'à déployer la solution et exploiter le projet. Deuxième point, deuxième cas de figure, là c'est tout ce qui touche, si vous connaissez un peu la réglementation, au nouveau décret de 2022 sur tous les nouveaux usages de la réutilisation des eaux usées traitées. Là, c'est beaucoup plus simple parce qu'on a directement sur la station d'épuration, on a besoin de faire un traitement à la station d'épuration avec une borne à la sortie de la station et on va pouvoir recharger des camions. Là, je parle de l'hydrocurage, de lavage de voirie, l'arrosage de massifs de fleurs, la défense incendie aussi, pour en faire partie. Et donc là, on peut aller directement sur un package où on a directement l'étude de préfaisabilité et la demande d'autorisation REUT spécifique à ces usages. Et enfin, sur l'habitat, sur le décentralisé, là on va se rapprocher de la première partie, mais sur un quartier, sur un camping, sur un bâtiment. On va faire un diagnostic, une faisabilité, un dossier réglementaire sur l'habitat, et enfin déployer et exploiter
le projet. Donc je vais revenir dans le détail des 4 grosses étapes. La première sur l'opportunité territoriale. Donc là on est sur un territoire avec plein de stations d'épuration et l'objectif c'est de déterminer, j'ai 50 stations d'épuration, laquelle m'intéresse, sur laquelle je vais faire un projet. Donc là c'est une étude qu'on a fait sur le bassin à Dour-Garonne. On avait toutes les stations d'épuration, tous les points verts qu'on voit sur cette carte. Donc il y en a énormément. Et l'objectif, c'est on va regarder d'un point de vue du gisement. Est-ce que ma station d'épuration, elle a beaucoup d'eau usée? Est-ce que la qualité de l'eau est suffisante? Est-ce que ma station est conforme? C'est un premier critère. Un deuxième critère, c'est sur les enjeux environnementaux. Parce qu'on ne peut pas retirer de l'eau de la rivière partout. On a un aspect quantitatif du milieu à prendre en compte. On a aussi un aspect qualitatif. C'est-à-dire, est-ce que le milieu naturel est pollué par la station d'épuration? Et quels sont les enjeux sur le territoire au niveau de la criticité en eau. Et enfin, dernier point, c'est sur les usagers. Est-ce qu'on a des usagers à proximité de la station d'épuration? Ou est-ce que la station est enclavée et on ne peut rien faire de cette eau? Donc il faut bien regarder ces aspects avant de lancer une étude. C'est pour ça qu'on propose de passer d'abord par cette partie-là, l'opportunité territoriale. Et c'est notamment ce qu'on fait avec Veolia sur Nevers, où on a une étude qui est sur les eaux usées traitées, mais également tout ce qui est urbain, sur les eaux de piscine, sur les eaux de toiture, sur les eaux d'exor, eaux de sortie de parking par exemple. On essaie de regarder toutes les sources d'eau et voir si on peut combiner tout ça pour faire des usages urbains. Voilà. Deuxième point, c'est on a trouvé notre site et du coup maintenant on va aller localement. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Là je vais vous présenter une carte. On a une station d'épuration qui est au milieu. Et alors on a un cas plus ou moins idéal, c'est qu'on a des parcelles agricoles à proximité de la station d'épuration, on a une industrie, on a une collectivité, on peut mettre une borne à la sortie de la station d'épuration pour les usages urbains, et on a un golf. Donc là en fait on peut mener tout un tas de scénarios, on peut proposer tout un tas de scénarios, parce que selon l'usage qu'on va avoir, c'est pas la même qualité d'eau dont on va avoir besoin, ni la même quantité, ni la même qualité d'eau. Donc on va essayer de regarder quels sont les plus avantageux d'un point de vue économique, d'un point de vue acceptabilité sociale, d'un point de vue gouvernance. Plus il y a d'acteurs, peut-être plus c'est compliqué, mais plus il y a d'acteurs, plus c'est rentable économiquement aussi. Donc il faut bien regarder tous ces scénarios. Donc c'est l'objet de la préfaisabilité. Et on va regarder tout ce qui est risques et bénéfiques, risques sanitaires, environnementaux et bénéfiques aussi financiers. Et on va essayer de regarder à partir de tous ces critères et sélectionner un scénario optimal. Et c'est à partir de ce scénario qu'on va passer à l'étape suivante qui est la demande d'autorisation. Donc ça c'est la réglementation de 2010 concerne l'irrigation agricole et l'arrosage des espaces verts et définit un processus pour faire une demande d'autorisation. Le décret 2022 à peu près la même chose pour avoir une autorisation d'une durée de 5 ans sur tout ce qui est nouveaux usages urbains. Et d'ailleurs voilà, c'est ce qu'on a ici à l'écran, c'est qu'on a deux types de demandes d'autorisation différentes selon les usagers qu'on va avoir, selon l'usage de la reuse qu'on va avoir. Une fois qu'on a obtenu notre autorisation, on va enfin pouvoir développer notre projet. Et là, on va avoir deux tailles de projets différentes. Soit des sites pilotes, parce que c'est des sujets assez nouveaux et on veut essayer de tester de manière expérimentale. Là, par exemple, sur la Grande Motte, c'était tester la salinité sur différents types de gazon pour un golf. C'était de voir quelle qualité d'eau serait nécessaire. Est-ce qu'il fallait la diluer avec de l'eau brute ou est-ce que le gazon passait avec l'eau usée traitée. Et enfin, en ruraux, deuxième type de projet, ça c'est dans l'Hérault, à Saint-Jean-de-Corny, où c'était une plateforme collaborative avec différentes technologies qui avaient été mises en place, différents systèmes d'irrigation et différentes cultures. Ruraux aussi, c'est les premières salades qui ont été irriguées en France à partir d'eau usée traitée. Et enfin, à grande échelle, ici on a mis le golfe de Saint-Raphaël qui a obtenu l'autorisation l'année dernière, je crois, et qui est en cours de travaux pour mettre en place son système d'irrigation à partir des eaux usées traitées. C'est Veolia d'ailleurs qui gère la station d'épuration où ces eaux vont circuler pour le golfe de Saint-Raphaël. Voilà, ce qu'il faut retenir en tout cas sur les projets Reuse, c'est que c'est un projet, pour monter son projet, il faut absolument qu'il y ait tous les acteurs qui soient au courant qu'il faut être ensemble. C'est une entreprise commune, il faut partager les connaissances, partager
toutes les informations nécessaires entre les acteurs du projet. Et en fait, la reuse, en fait, elle est résolument dépendante du collectif. Sachez qu'on peut vous accompagner dans ces projets-là par les différentes étapes que je vous ai présentées là. Et notre but, c'est qu'à la fin, vous puissiez mener votre projet en toute autonomie et tout durablement. Je te repasse la main, Jérôme. Oui, merci. Donc voilà, vous avez pu voir aujourd'hui un certain nombre d'exemples un peu innovants de ce qu'on peut faire pour préserver la ressource en eau. Avec toutes ces solutions, on estime que nous, on pourrait aller jusqu'à moins 20% de prélèvement sur la ressource en eau. En tout cas, baisser la pression hydrique. Et on voit qu'il y a pour ça énormément de solutions qu'il faut mener en parallèle, que c'est jamais un problème technique, que c'est toujours une question d'accompagnement, de perception, aussi bien des consommateurs que pour les usagers, pour le reuse aussi. C'est aussi l'environnement également, l'environnement immédiat, les riverains par exemple. Donc c'est beaucoup une question de perception. Et voilà, c'est important d'y aller dès maintenant. Il y a des solutions, on n'attend pas, un petit peu comme dans le même esprit que le GIEC lundi a dit il est encore temps, on peut faire des choses. Donc n'hésitez pas à y aller et on est à votre disposition. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, Parfait. Bon, j'ai déduit qu'on a été bon puisqu'il n'y a pas de questions. Donc merci à vous, n'hésitez pas à venir nous voir sur le stand. Moi je me ferai un plaisir de vous représenter sur un territoire donné quel est l'impact du changement climatique sur les 4 aléas que sont les vagues de chaleur, le niveau, la recharge de nappe, le débit des rivières et les inondations. De vous présenter aussi pour ceux qui veulent les outils qu'on a pour suivre la ressource, et puis Vincent dans le stand Ecofilae également. Oui, c'est ça, je suis au salon de l'innovation, dans un coin, vous allez pouvoir me trouver. Si vous avez moins de questions sur la reuse ou sur la réutilisation des zones non conventionnelles, je suis à votre disposition. Merci à vous. Merci.